Bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir de se retrouver après ce mois et demi de vacances. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir le chat. Bienvenue à l'émission Abonnez-vous, l'émission Twitch de Mediapart. On va vous montrer les coulisses du journal pendant 2 heures. On invite les collègues, journalistes et non-journalistes pour qu'ils vous parlent de leur métier et qu'ils vous expliquent un peu comment ça se passe. Les règles habituelles pour participer au chat, on les appelle avec la commande règle. C'est classique, hein, pas d'insultes, pas de messages racistes, homophobes, etc. Sinon, ce soir, c'est Vincent, alias Scropule, qui, si tu veux faire un coucou dans le chat, qui fait la modée. Et on fait un gros bisou à Tire Larigot. C'était Jade qui a fait la modée pendant de longs mois, si vous vous souvenez, avec brio et qui a apparu pendant la dernière émission de la saison. Donc voilà, Vincent, si jamais vous respectez pas les règles, il vous fait coucou avec l'emote Antion. Et il enlève le message à minima, il vous banne, il a champ libre, il fait comme il veut. Si vous voulez envoyer un lien, il n'y a que Vincent qui peut. Donc vous lui chuchotez le lien et hop, il le repartagera dans le chat. Et Vincent et bien sûr Terence qui est notre deuxième VIP avec Jade, il peut aussi partager tes liens. Bonsoir Terence. Un rappel, nous ne sommes ni affiliés ni partenaires. On n'a pas envie de donner des sous à Jeff Bezos. Donc si vous voulez nous soutenir, un moyen très simple, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous. Vous avez loupé de peu le vrai parce qu'il voulait faire un petit coucou, il avait des courses à faire, donc il passera sans doute la semaine prochaine ou la suivante. Est-ce que vous avez bien entendu, Edoui ? Abonnez-vous. Je check que le Stream Deck fonctionne. Oui, très bien, parfait. Voilà, dernier point, les emotes. On a des emotes sur BetterTTV, donc je vois qu'il y a les habitués qui ont déjà mis à foison Antoine qui fait coucou ou Edoui. Là, voilà, je vous ai mis la marche à suivre dans le chat. Suffit de télécharger l'extension BetterTTV, puis après vous y avez accès. Pour l'instant, je crois qu'on en a peut-être 10. Mais si vous avez des idées, vous le mettez au fil de l'eau, on regarde le chat et après on fait des bêtises en fonction. Voilà, donc ce soir je suis très contente. On ouvre la saison avec Sébastien Calvé, qui est responsable photo. Et oui, c'est ça. Exactement, voilà, jusque-là c'est ok. Oui, c'est bon. Les fiches disaient la vérité. Ouais. Et qui bosse au central. Donc, Terence qui commence, Hélène Salvi risque d'être jalouse. Hélène, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est passée brièvement dans le flou. L'avez-vous reconnue ? Pourquoi elle va être jalouse, demande-t-elle ? Et je ne sais pas, mais tu seras jalouse. Je ne sais pas pourquoi, Hélène. Voilà, prépare-toi. Donc, pour les nouveaux et les nouvelles, comment ça se passe l'émission ? Je vous fais une brève revue de presse juste pour vous dire en fait qu'est-ce qui se passe sur Mediapart pour les gens qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Oui, les titres et les chapeaux des 7 articles ont été le plus commentés la semaine dernière. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Seb qui va nous parler de son métier, de son service. Il va nous expliquer comment il choisit les portfolios, les photos qui illustrent les articles, comment il conçoit des illustrations. On a d'habitude, on fait une lecture d'articles, mais là, on ne va pas lire d'articles forcément, mais on a pensé, vous inquiétez pas, à des choses intéressantes à vous montrer. Après, il y a le moment Père Castor ou conseil culture, donc ça va toute une bibliothèque, vous la voyez pas, mais on va montrer les livres un par un. Il y a des livres, il y a des DVD, il y a des VHS, voilà. Et puis voilà, donc si ça vous va, c'est parti, on va faire la revue de presse. Qu'y a-t-il sur Mediapart ? Voilà, je vous préviens, j'ai tout oublié. Là. Après un mois de vacances, je risque de dire des bêtises. Donc, on commence avec un article justement de Jade Bourgerie à Tire Larigot, dédicace. On te fait de gros bisous. Rassemblement évangélique en Moselle, les chasseurs s'invitent dans le dispositif de sécurité. Mercredi 23 août, la Fédération départementale des chasseurs de Moselle a annoncé que la gendarmerie nationale souhaitait associer les chasseurs à la surveillance du rassemblement évangélique tzigane, prévu la première semaine de septembre. Pourtant, 400 gendarmes sont attendus sur les lieux et la préfecture nie avoir fait appel à la fédération. Un article de Mathilde Gohanek, interdiction de l'abaya, un risque juridique.
La chercheuse en droit public Julie Arroyo revient sur l'annonce de Gabriel Attal qui souhaite interdire le port des abayas et des camis dans les établissements scolaires. Cette extension de la loi de 2004 sur le voile, si elle se traduisait par une interdiction générale et absolue de ces vêtements, ne lui semble pas tenable en droit. Un article de Sophie Boutboul, une enquête des faveurs sexuelles contre un rôle dans un film, plusieurs femmes incriminent Philippe Garrel. Philippe Garrel, cinéaste multiprimé de 75 ans, est mis en cause par 5 comédiennes qui dénoncent des propositions sexuelles lors de rendez-vous pour des rôles, dont 4 relatent des tentatives de baiser non consentis. Le réalisateur nie la majorité des faits. Il explique avoir mal interprété des ressentis et évoque une remise en question. Un article de Younes Abzouz, propos sexistes de Dupond-Moretti, les images de BFM TV anéantissent la version du ministre. Depuis lundi 28 août, l'entourage de garde des Sceaux tente d'éteindre la polémique suscitée par les propos du ministre, qui a lancé à des journalistes femmes qui l'interrogeaient qu'elle n'était pas seins nus. Mais des images que Mediapart a pu consulter contredisent cette version. La direction de BFM TV se refuse à les diffuser. Un reportage d'Ilyes Ramdani. À Saint-Denis, Emmanuel Macron s'offre une rentrée en surplomb. Le président de la République a réuni pendant 12 heures, mercredi 30 août, les dirigeants politiques du pays. La gauche en est sortie déçue et la droite sceptique. À l'Élysée, où on a déjà annoncé une deuxième édition, on se réjouit. Aucune porte n'a claqué et l'initiative a permis de remettre le chef de l'État au centre du jeu. Mais pourquoi faire ? Une analyse de Mathieu Dejean. La France insoumise se divise sur la méthode de l'ultimatum de Jean-Luc Mélenchon. Dans le mouvement insoumis, des unionistes plaident pour détendre les relations avec les autres partis de gauche malgré leur volonté de partir seuls aux élections européennes. Jean-Luc Mélenchon, lui, remet en avant l'Union populaire, ce qui éveille des craintes pour l'avenir de la NUPES. Hop. Et enfin, un article de Mathieu Suc et de Marine Turki, le JDD, nouveau porte-voix du Kremlin. Sous la direction de Geoffroy Lejeune, le journal du dimanche opère un virage pro-russe. L'hebdomadaire a accueilli dans ses colonnes 3 journalistes issus de RT France, chaîne de propagande financée par l'État russe et suspendue en France depuis l'invasion de l'Ukraine. Oui, c'est bien ça, attention, pas de spoil, après on passe sur les portfolios. Voilà. Donc ça, c'était pour la revue de presse. Et en fait, j'ai pas bien expliqué tout à l'heure. Je vous dis, c'est la rentrée, j'ai tout oublié. Si vous voulez vous abonner sur la formule d'abonnement Twitch avec le lien, c'est 1 mois gratuit, sans engagement, pas besoin de mettre sa CB ou quoi. Voilà, c'est important quand même de le dire. Il y a Terence qui commence. C'est quoi une VHS ? Non, mais j'ai pas de VHS. J'ai des DVD, je suis vieux, mais quand même. C'était une fausse nouvelle, voilà. Même si ici, on est un peu à l'ancienne. Voilà, alors ça tu vois, c'est ce qui fait plaisir sur la commune Twitch. Terence nous dit: j'en profite pour remercier les journalistes de Mediapart qui nous ont proposé des séries d'été très passionnantes. Mention spéciale à celle consacrée aux tensions et débats concernant le mouvement MeToo, qui mériterait presque d'être publiée sur la forme d'un livre. Écoute, peut-être que ça sera un jour un livre. On va passer à notre invité de la semaine, Sébastien Calvé. Est-ce que tu veux peut-être te présenter, un peu nous expliquer ton parcours, qu'est-ce que tu as fait un peu comme études, quand tu es arrivé à Mediapart, depuis quand tu es parmi nous, ce que tu faisais avant, voilà. Ouais. Donc moi, j'ai fait des études. Alors je reprends depuis le début tout mon parcours. J'ai fait des études de cinéma à l'université. Je suis originaire de Montpellier, donc j'ai fait ça cinéma à l'université à Montpellier. Après, j'ai fait l'école nationale de photographie à Arles pendant 3 ans. Après l'école de photo, même un peu avant ma sortie, j'ai commencé à bosser comme assistant photographe et en faisant de la production photo pour une agence qui s'appelle toujours l'agence Vue, qui appartenait au journal Libération. J'ai un peu travaillé pour l'agence Magnum aussi, très peu, en production et assistanat photo. Et puis, après 3 ans à faire de la prod photo et de l'assistanat, c'est un parcours assez classique en photo, je suis rentré à Libération comme pigiste, mais à partir de l'année 2000, où je suis devenu reporter photographe, où j'ai couvert pendant une bonne quinzaine d'années l'actualité sociale, politique à Libération au quotidien. J'en suis parti en 2015 où j'ai été dans l'équipe avec des anciens journalistes de Libération. On a créé le média Les Jours, où je suis passé un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai créé la politique photo et visuelle du média.
Et j'ai rejoint Mediapart en 2021 pour travailler sur un peu la même chose, l'identité visuelle, la politique photo à Mediapart. Et donc là, maintenant, tu travailles au Central, service nouvellement créé au journal, si tu veux nous en dire plus. Ouais, alors le Central, c'est un endroit un peu particulier à Mediapart où en fait tout ce qui est des articles, les contenus nous arrivent et c'est à nous de les mettre en scène, les mettre en forme. Pour que les papiers soient corrigés, relus, édités, ou qu'on les présente d'une manière qui soit agréable pour le lecteur. Et dans ce travail-là, il y a tout le travail visuel. Donc, il y a évidemment toute l'iconographie, le choix des photos. On en reparlera, mais c'est déterminer par rapport à un sujet quelle est la meilleure image qui va l'accompagner. Donc ce travail, je le fais pas tout seul, je le fais avec Armel Baudet qui travaille au service photo avec moi et aussi en collaboration avec Justine Vernier et Simon Toupé qui sont directeurs artistiques à Mediapart et avec qui on travaille toute cette identité visuelle que vous avez pu voir à partir de pas mal d'illustrations, de photo-illustrations, de choses un petit peu plus artistique entre guillemets, même si j'aime pas trop le mot, mais parce qu'on fait de la presse et voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois de travailler. On a un sujet, un papier et trouver la meilleure image possible. Justine, qui d'ailleurs a conçu tout l'univers graphique de notre émission. Voilà, Hélène Salvi vient de me voler un stylo, je le dis en direct. C'est ça l'ambiance ici, hein, pour en avoir à soi. Il y a déjà des questions. Terence te demande quel est ton point de vue sur l'évolution de la place accordée à l'image dans les médias d'information, notamment en ligne, et quelle était la situation à Mediapart avant que tu arrives? Alors, deux questions sur l'évolution de la place accordée à l'image dans les médias d'information, notamment en ligne. Moi, c'est ça qui m'a intéressé en fait à une période. Moi, comme je vous disais, j'ai été photographe pendant 15 ans, donc j'ai fait du terrain, beaucoup de reportages. Et je suis arrivé à Lille en 2000 et j'en suis parti en 2015, c'est-à-dire de vraiment l'arrivée d'Internet, du numérique et de l'éclosion en fait dans un journal papier. J'ai vécu ça un petit peu de l'intérieur. Donc tout ça, et j'ai vu pas mal d'erreurs qui ont été faites à Libération à l'époque et ça m'a un peu agacé. Donc parce que moi j'ai toujours cru depuis le début que c'était que le numérique était une chance pour la presse, pour se renouveler et créer des nouveaux formats et créer faire une proposition au lecteur qui soit différente. Je l'ai jamais vécu comme quelque chose d'agressif ou qui allait me contingenter. Donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai voulu quitter un peu le terrain, aller sur un travail plus d'édition photo, mais essentiellement sur le numérique, ce que j'avais commencé à faire sur les jours, parce que quand on parle image avec le numérique, on parle d'un élément essentiel pour partager des papiers, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que pendant toutes ces années-là, les médias numériques ont eu tendance à sous-estimer l'image et à travailler avec des images soit dégueulasses, soit pas sourcées, soit voilà. Bon, on est sorti de cette période quand même pas mal et de plus en plus, il y a un retour de l'image un petit peu de qualité et notamment sur le numérique. Tout ça est dans un mouvement un peu plus global des médias d'information qui évidemment ont leur audience très majoritairement sur le numérique. Donc c'est un travail intéressant parce que le milieu de la photo était pas... et même encore maintenant, et pas un milieu qui est extrêmement alerte et très envieux du numérique. Parce que regarder une photo sur un smartphone, c'est pas le truc le plus gratifiant qui soit pour un photographe. Et c'est vrai qu'il préfère en termes de publication une grande double page d'un magazine, papier, hein. Voilà, ou du papier, ou une expo, voilà. Donc, c'est aussi travailler l'image de la manière la plus qualitative possible pour que tout le monde s'y retrouve. À la fois Mediapart et aussi les photographes et les rédactrices et rédacteurs, voilà, qu'on fasse un travail ensemble et qu'on pense ce travail-là de manière la plus collective possible.
Et de toi, quand tu es arrivé, c'était comment au journal, Alors, sur l'image? Moi, quand je suis arrivé, il y avait un gros travail qui était fait depuis des années par Sophie Dufaux sur les portfolios. Format qui existe toujours, qui a été mis en place et créé par Sophie Dufaux depuis les débuts de Mediapart, hein, quasiment, hein, avec la présentation tous les mercredis d'un portfolio de photographies documentaires, soit un travail au long cours sur lequel on passe une partie, soit un travail qu'on a produit ou produit en partie. Donc ça, on continue ce travail-là. En revanche, il y avait un travail qui n'était pas fait à Mediapart quand je suis arrivé, c'était l'édition photo sur le journal quotidien. Et ça a été la raison principale de ma venue, c'est-à-dire de s'occuper du choix photo des entre 12 et 15 papiers qui sont publiés chaque jour dans le journal. Donc moi, je prends en charge ça avec Armel à la photo, et encore une fois en collaboration avec Justine et Simon pour travailler ces images-là, notamment sur des enquêtes où on a des temps un peu plus longs pour travailler, parce qu'on sait qu'une enquête va arriver une semaine avant, 2 jours avant, 3 jours avant. Et donc là, on a le temps d'aller chercher une image, qui est un travail différent d'un papier plus d'actu, où là, on va aller chercher une image ou produire une image avec un photographe sur un reportage, sur une actualité précise, et donc du pur reportage. Alors, tu disais que tu n'étais pas d'accord avec les choix qui étaient faits à l'IB. Il y a Ozzy Mandiachai qui dit, peut-être pas la bonne personne à interroger, mais je me suis toujours demandé comment le Monde Diplo choisissait les illustrations, parce que des fois, c'est pas du tout en relation avec l'article MDR. Alors, de ce que je sais au Monde Diplo, en fait, c'est un vrai choix. Ils choisissent d'illustrer tous leurs papiers par des œuvres d'art. Alors, des fois, ça tombe hyper bien, des fois un peu moins, mais malgré tout, de manière plus générale, le choix d'une image, tout choix, qu'il soit journalistique, artistique, angle, porte à question. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de se les poser. Mais en général, sur une image, tout le monde a un peu son avis. Tout le monde a un avis. Hein. Voilà. Mais ça a toujours été depuis les débuts de la photographie, parce que la photographie est un art appliqué. Et donc un art que tout le monde pratique. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, puisque tout le monde a évidemment un appareil photo dans sa poche. Donc tout le monde pense qu'il a un avis, oui, alors plus ou moins éclairé, plus ou moins justifié. Mais donc voilà, des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal. Mais ça correspond à une vraie volonté, une politique photo de la part du Diplo. Voilà, du coup, finalement, tu vois, c'était la bonne personne à qui posait la question. Il avait une deuxième question intéressante. Avez-vous des photographes attitrés à Mediapart? Et comment se fait l'achat de photos? Alors, on n'a pas de photographe. On a des photographes avec qui on collabore régulièrement. Assez majoritairement, les photographes sont indépendants dans la presse. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour plein de publications. Moi, quand j'étais à Libération pendant 15 ans, j'ai jamais été salarié. J'ai travaillé comme ce qu'on appelle pigiste, c'est-à-dire à la journée. Et voilà, ça dépendait, mais ça me permettait aussi de travailler avec plein d'autres journaux, plein d'autres magazines, voilà, de faire des expos, des choses très différentes. Donc nous, on a des photographes avec qui on aime bien travailler régulièrement. Ça dépend des sujets, ça dépend des actualités, des moments. J'essaye que quand il y a une phase d'actualité, typiquement sur le mouvement des retraites, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, de manifs qui se sont répétés. Pour qu'on marque une écriture photographique et qu'on s'y retrouve, j'essaie de travailler avec le ou la même photographe. Donc en l'occurrence, on avait travaillé avec Marie Magnin et Laurent Asgui qui se sont partagés les manifs pour qu'on retrouve une même écriture photographique et qu'on ait une collaboration un peu régulière. On n'est encore qu'au début de ce travail-là, mais voilà, ça va grossir de plus en plus, quoi. Terence a une question. Mai dernier, nous avons eu une énième preuve que la couverture journalistique de l'extrême droite était notamment risquée pour les photographes. Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous avez géré cette situation et s'il y a d'autres sujets, thèmes comportant du danger pour les photographes? Voilà, c'est vrai, quand même, en manif, il y a eu plusieurs
collègues photographes d'autres médias qui ont eu leur matériel cassé, qui se sont fait Ouais. blesser. Comment on gère les risques Nous, on a eu une expérience très précise, puisque c'est quand il y a eu la manif, on peut dire néo-nazi à Paris. On peut le dire. On peut le dire. Moi, j'avais demandé à Yann Castagnier, qui est un photographe qui travaille depuis longtemps sur l'extrême droite et le GUD voilà tous ces mouvements-là. J'ai trouvé intéressant de lui demander d'aller couvrir cet événement-là, ce qu'il a fait pour nous. Bon, malheureusement, ça s'est pas bien passé pour lui parce qu'il a été reconnu par des FAF sur la manif. Il a été menacé, il a dû être escorté par la police pour pouvoir s'extraire de ça. Bon, moi je l'ai récupéré. On a avec Marine Turki, on a géré évidemment ce jour-là son presque exfiltration. Ouais. Voilà, et le mettre en sécurité parce que c'était évidemment le plus important. Donc ça a été une expérience qui est pas facile à vivre. Mais qui fait partie un peu du boulot quand on traite ces sujets-là. Mais c'est vrai que ça a été pour moi un questionnement. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer quelqu'un sur ces sujets-là qui connaît, qui est parfaitement, mais qui du coup est identifié? Ouais. Ou alors est-ce que on envoie quelqu'un qui a quand même une expérience du reportage de terrain sur ce type de sujet, mais qui n'est pas forcément identifié, voilà, et qui donc du coup va peut-être un peu hors des radars des FAF, quoi. Voilà. Donc c'est des questionnements. Bon, là, on se le pose de manière très aiguë sur ce sujet-là et sur cette expérience-là, mais c'est le genre de questionnement qu'on se pose à chaque fois qu'on lance une production avec un ou une photographe sur n'importe quel sujet, quoi. Et est-ce qu'on propose des formations sur la prise d'image sur des terrains comme ça dangereux Alors, à ma connaissance spécifiquement, non. Il y a toujours les stages de terrain, sur terrain de guerre, mais qui sont valables pour tous les journalistes, que ce soit écrivains, radio, télé, photographes. Donc ça, c'est des stages de gestion du terrain de conflit. Après, c'est sur ce genre de terrain plus politique, plus social, de manif, il n'y a pas vraiment de formation. C'est-à-dire que c'est de l'expérience. Ouais. Et c'est de l'expérience. Une remarque de Karim Bey, qui est un habitué. C'est un sacré défi de trouver une identité visuelle en concordance avec le discours de Mediapart. Pourquoi? Pourquoi un sacré défi? Non, c'est un défi. Non, je trouve pas que ce soit particulièrement difficile parce que Mediapart parle de choses assez concrètes, de problématiques, de la vie de tous les jours, de politique. Donc, c'est des choses qui trouvent une traduction visuelle, ne serait-ce que par le reportage. Alors, il y a une difficulté, mais ça, on pourra en reparler, c'est sur la partie enquête. C'est sûr que parfois, on a une enquête avec des gens dont on n'a pas forcément les photos, ou en tout cas pas ensemble, dans des endroits où ça n'existe pas, avec des documents. C'est sûr que parfois, des éléments un peu compliqués à mettre en scène. Mais justement, en fait, le travail qu'on fait avec Simon Toupé et Justine Vernier, c'est de mettre en scène ces éléments-là qu'on a en notre possession, trouver un maximum d'éléments et après les rendre de manière la plus signifiante possible. Il complète sa pensée, mais le marketing, l'éthique et l'intérêt public sont rarement mis en commun. Est-ce que c'est ça que c'était pour compléter ta remarque, Karim, sur comment trouver une identité visuelle? Le marketing, l'éthique et l'intérêt public sont rarement mis en commun. Oui, c'est vrai, mais Oui. Après, je pense que là, quand Sébastien cherche une photo pour illustrer un article, on n'est plus sur un choix éditorial. Je ne suis pas sûr que le marketing... Non, mais en fait, je comprends ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est à la fois un choix éditorial, mais c'est sûr que
il faut que ce choix photographique, même si c'est une photo qu'on n'a pas produite nous, qu'on n'a pas faite, qu'un de nos photographes n'a pas faite, si je vais chercher une image sur une agence, sur une base de données, n'importe où, il faut qu'elle corresponde à ce que veut dire Mediapart. Et évidemment, Karim dit le discours et le choix éditorial, c'est exactement ça en fait. C'est que ce choix éditorial, c'est l'image dit aussi ce qu'on porte comme angle sur le papier et plus largement les valeurs de Mediapart et le regard qu'on peut avoir sur le monde. Donc évidemment, on a toujours ça en tête quand on va chercher une image et quand on en choisit une pour un ensemble éditorial, pour un papier, quoi, plus largement. On a une remarque de Volodia Kotenok. Créativité et exigence de sobriété ne sont pas forcément simples à combiner. Oui, mais la créativité, on essaie de l'avoir à chaque fois. On continue à faire de la presse, donc ça veut dire qu'on fait beaucoup on fait quand même pas mal de papier chaque jour. Des fois dans des délais assez courts, donc la créativité, on essaie d'en avoir un maximum. Je dis pas qu'on y arrive tous les jours, donc c'est pas ça. Bon, hein, on n'est pas bon tous les jours, ça c'est évident. L'exigence de sobriété, je sais pas si on la cherche forcément à chaque fois. C'est pas forcément une bonne chose la sobriété, en tout cas pas tout le temps. Des fois, le besoin qu'une image pète un peu plus ou aille chercher quelque chose qui va peut-être choquer ou en tout cas chercher quelque chose de pas très clair, ça peut être intéressant. Voilà, c'est une possibilité. En tout cas, on ne se l'interdit pas. Oui. On a une question un peu technique de la Gougoune. Attends, je remonte. Est-ce que vous allez creuser... Vas-y, t'as le temps. On peut faire le petit écran de pause si tu veux vraiment boire un grand coup. Est-ce que vous avez creusé la techno NFT pour automatiser l'emprunt d'images et de photos et leur coût de location, emprunt, etc. Non, du tout. Du tout, parce que déjà, je n'entends rien techniquement à cette technologie. Donc je serais bien dingue, ça dépasse mes compétences. Et qu'en plus, je reste persuadé qu'il faut que ce soit des êtres humains qui choisissent les images justement pour faire ce travail dont on parle depuis le début, de mise en ligne, de l'éditorial, de l'éthique, du choix. Je pense que c'est primordial. En fait, le métier d'éditeur photo ou d'iconographe, il n'est pas très connu, mais il est primordial en fait. C'est vraiment un travail de journaliste qui écrit pas, mais qui va chercher des images les plus pertinentes qui soient. Et dans quand même une grosse majorité des journaux ou des sites d'information, il y a des services photos et qui s'occupent de ça, qui ne font que ça. Et ça reste très important. Donc moi, je ne déléguerai pas une techno, quelle qu'elle soit. T'es comment en termes de connaissances Spider-Man? Pardon, c'est où? On a une question de Simon Diachai. Est-ce que la relation entre Peter Parker et le chef du Daily Bugle est vraiment éloignée de la réalité? Référence à Spider-Man et au travail d'un photographe dans un journal. N'étant pas une aficionado, je ne saurais qualifier leur relation. Ouais. Donc c'est au cas où toi, t'es comment sur Peter Parker? Non, je connais Peter Parker. Ouais, alors du coup, ils ont une relation qui est... Je connais, on l'a jamais fait travailler, malheureusement, mais ça aurait pu. Non, on essaie de pas des relations... On gueule. Je gueule beaucoup moins que il est méchant, le chef du Daily Bugle. Okay. Ouais, de ce que je me souviens, il est vraiment pas gentil du tout. Donc on essaie de traiter mieux les photographes quand même. Salut. Volodia, pardon si je coupe un peu des fois vos pseudos, Volodia Kotenok, est-ce qu'il vous arrive d'éditorialiser une photo en la recadrant? Ça peut arriver. Alors, éditorialiser est un grand mot, parce que si on recadre, c'est vraiment pour des raisons de lisibilité sur l'appli ou dans le journal. Mais en tout cas, on applique la règle qui vaut dans toutes les agences et dans le photojournalisme. Ni on enlève, ni on rajoute un élément qui changerait le sens de l'image. Voilà. Donc on ne recadre pas pour enlever un petit truc sur le côté ou cropper une personne. On ne fait pas ça. Si je recadre, c'est vraiment c'est parce qu'on a des exigences graphiques, notamment pour les RS, où on doit mettre un petit bannière Mediapart
en bas à droite. Pour les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment que dalle. Quel matériel logiciel tu utilises au quotidien? Alors, au quotidien, moi, j'utilise tout ce qui est la suite Adobe, Photoshop, Lightroom, et un logiciel qui s'appelle Photomécanique, qui permet de gérer le flux de photos. Donc, c'est vraiment, on peut traiter plusieurs dossiers, plusieurs dizaines ou centaines de photos dans un seul flow, de gérer notre base de données, de gérer tout le flow quotidien. Ça, c'est vraiment le logiciel que j'utilise tous les jours. La Gougoune a un peu complété quand il parlait là, des Ouais, NFT. Quand je parlais d'automatisation, je parlais de la rémunération de la location, la photographe en fonction du nombre de vues des articles. Ah non. C'est pas ça. Non. Alors, quand on rémunère un photographe ou une photo, c'est qu'on paye le droit de publication pour un article, pour un jour donné. Voilà, donc pour tel article. Donc on n'achète pas la photo, on la loue pas, elle n'est pas à nous. Juste, on achète le droit de publier cette image dans tel article, tel jour, Tu à tel endroit. oui, tu veux pas pour si c'est le même sujet, le lendemain te dire on la remet. Non. Oh, c'est intéressant aussi, c'est vrai que c'est des questions de droit. C'est une question de droit d'auteur assez ouais. classique. Hein. En fait, la propriété d'une image, en fait, c'est un truc assez classique. C'est-à-dire qu'on paye le droit de diffuser une image. Et on paye le droit de diffuser cette image dans un contexte qui est très précis. Alors, le droit d'auteur voudrait qu'on fasse un contrat en bonne et due forme sur chaque truc. Bon, nous, quand on travaille avec des agences, on n'a pas le temps tous les jours de faire un contrat à chaque fois sur chaque image. Donc, c'est quelque chose à la fin de chaque mois, on fait un récap de toutes les images utilisées pour une agence et ils savent ce qu'on a utilisé, quoi, quel jour, voilà. Et donc, on paye le droit de publication pour cette utilisation. Okay. Si on réutilise une autre fois, on repaye. Bonsoir, Passe-Partout de Fort Boyard. Maintenant, j'ai la chanson dans la tête, donc pas merci. Désolé si la question a déjà été posée, mais comment faites-vous pour sélectionner les photos des politiques, sachant que les militants ne sont jamais satisfaits? Comment se fait le choix de la photo dans ce cas? Je peux témoigner que dans les commentaires, sur les photos, c'est uniquement que je vois passer ça pour Jean-Luc Mélenchon, Oui. je le dis. Il y a toujours un truc genre, ouais, là, il a pas l'air gentil, oui. là, il a l'air endormi, il a l'air énervé. Il y a toujours un truc, les gens sont jamais contents. Jamais ils se disent, en fait, le gars peu cher, il est pas grave photogénique aussi. Non, alors, Allez, dis-nous tout. Allez. Les coulisses. Non, mais je ne prends pas ça en compte parce que on prend pas ça en compte avec Armel au service photo parce que sinon on s'en sort pas. Les choix les critères de choix sont les critères de pertinence par rapport au papier. Voilà, c'est vraiment et ce qu'on appelle le rapport texte-image, c'est-à-dire essentiellement le titre, le chapeau et la photo. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire que le lecteur, quand il va ouvrir le papier, il va être dans une ambiance et dans un angle, il va savoir de quoi on lui parle, d'où on lui parle et vers où on va l'amener. Donc c'est ça l'idée. C'est pas de faire plaisir à un tel ou vouloir le défoncer. C'est juste donner un angle de lecture qui correspond à l'angle de lecture qui est. Alors c'est pas moi qui le décide. Hein. C'est même pas la rédactrice ou le rédacteur. C'est un choix collectif à Mediapart qu'on peut faire le matin au conf de rédac et qui va se confirmer tout au long de la journée au moment où l'article arrive. Et donc c'est continuer par l'image ce choix d'angle. C'est comme ça. Alors en politique, c'est toujours compliqué parce qu'évidemment il y a un aspect militant. Moi c'est un aspect que je connais bien. Voilà, où il y a des gens qui sont jamais contents, où il y en a qui sont trop contents. Quand ils sont trop contents, c'est pas bien non plus. C'est pas bien non plus. Non, c'est pas bon. Donc voilà, c'est les critères de choix, c'est vraiment le sens, quoi.
Bah, il y a Taker qui complète. Libération avait écrit un article sur les photos de GLM de mémoire. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait un moment où tout le monde mettait vraiment les photos où il était grave vénère. Alors après, moi, là où je fais attention, c'est que je vais pas. Il y a des choses que je fais pas, je veux pas faire en tant que photographe ou en tant que choix de photo. Je prends pas des photos dégradantes, des gens qui sont tombés par terre, de gens qui sont en train de manger, ou si c'est bêtement dégradant ou bêtement. Non, et encore une fois, il faut que ça ait du sens, quoi. Voilà. Alors après, ça a du sens. C'est pas. Ça peut être juste un geste, une manière de photographier, de la personne est décadrée, d'un visage, et qui correspond à ce qu'on veut dire dans l'article. Voilà. Ouais, bah, c'est ce que Ozzy dit, aussi par rapport à Mélenchon. Le Monde et Libé ont quand même bien fait des photos assez dégueulasses sur Méluche dans les années. Ouais, j'ai dû y participer. Hein. Mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse faire cette remarque sur le choix des photos à Mediapart. Pour voir les articles passés. Non. Bon. Alors, bon, il y a beaucoup de remarques. Passons sur Pusher Jean-Luc qui n'a rien demandé. Une autre question de Volodia. Est-ce qu'il t'arrive de récupérer des RAW et de les développer toi-même ou ce sont toujours des bitmaps produits par le photographe? Non, Peut-être si tu veux faire un peu de l'explication pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Un RAW, c'est une image numérique non compressée. C'est-à-dire que quand vous faites une photo avec votre téléphone, un petit appareil photo numérique, vous allez avoir ce qu'on appelle des JPEG, qui sont des photos compressées. C'est-à-dire que toutes les informations qui font votre photo, les informations numériques, sont dans un cadre, hop, et elles sont figées. Donc, vous pouvez pas trop... Enfin, vous pouvez rajouter de la lumière, rajouter du grain, rajouter ce genre de choses, mais en général, c'est pas de très bonne qualité parce qu'on... C'est comme si on étirait un tissu, vous voyez, et il y a un moment qui se déchire. Voilà, donc, c'est un peu la même chose. Le RAW en numérique, c'est comme le négatif à l'époque. C'est vraiment, il y a toutes les informations. Eh oui. Jadis. Eh oui. Il y a toutes les informations, en fait, qui sont dans le fichier numérique. Et à partir de là, vous pouvez retoucher de manière quasi infinie une photo faite de nuit. Vous pouvez remettre du soleil, tout ça. Donc, le problème du RAW, c'est que c'est quand même un fichier qui est très, très, très lourd. Et quand vous avez un reportage photo avec 200 photos, c'est assez compliqué à traiter. Donc, pour les photos qu'on fait nous, qu'on produit, que moi, je peux faire, moi, je travaille en RAW et je travaille mes photos. Mais sur les photos des photographes à qui on passe commande, ça non, ils livrent des photos qui sont retouchées, qui sont parfaitement... la colorimétrie a été maîtrisée pour que nous, on puisse le passer dans notre flux de production avec les bonnes légendes, les bons mots-clés, tout ce genre de choses dans notre base de données, quoi. Passepartout de Fort Boyard, comment est gérée l'utilisation des images faites par des non-pros? Donc j'imagine qu'ils ne vont pas te donner un RAW. Est-ce qu'on utilise déjà des photos faites par des non-pros? Alors ça arrive, c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Ça dépend de la manière dont elle nous arrive. L'idée étant de pouvoir remonter au maximum le fil de construction, de source de l'image, pour qu'on sache vraiment c'est que cette image amateur, qu'elle soit vraiment pas retouchée, que ce soit au bon endroit qui est dit dans la légende, de la manière dont elle nous a été transmise. Enfin, il y a un travail un peu d'enquête comme ça. Et puis, si vraiment il y a sur un reportage, je dis n'importe quoi, à Sainte-Soline, on va récupérer une série d'images de personnes blessées qui a été faite par des photographes amateurs. On essaie d'avoir contact avec eux pour nous expliquer dans quelle situation ils ont fait leurs photos. Et comme ça, nous, on peut avoir vraiment tout l'historique. Chose qu'on n'a pas forcément besoin de faire avec des photographes professionnels, parce qu'ils nous assurent d'une certaine qualité, d'un certain sourçage de leur travail. Est-ce qu'il y a des paparazzis, comme Jean-Claude Elfassi, qui viennent nous voir en nous vendant un scoop photo, qui font monter les enchères entre nous et d'autres médias? Non. Voilà. Non. Pas chez nous. Ça existe encore, ce genre de pratique? Oui, ça existe. Il y a un marché de magazines qui
utilisent ce qu'on appelle de la planque. Voilà. Mais pas chez nous. Ah bah Kikou, Yves, c'est un sujet dont on a parlé un petit peu avant l'émission avec Sébastien. Vous disiez ne pas utiliser d'images dégradantes, mais est-ce que la photo de l'enfant mort sur la plage, et Kylian, je me souviens un peu son prénom, peu cher. Bon, ou celle de la maman et de sa fille récemment ne peuvent pas être vues comme dégradantes quelque part. Je crois les avoir vues sur Mediapart. Alors, oui, absolument, vous avez raison. Ilian. Cette photo, alors, moi, c'est pas moi qui l'ai. Du coup, juste pour clarifier, quand tu dis cette photo, tu parles de celle d'Iliane ou celle de la maman et de sa fille de celle d'Iliane, en Tunisie, sur la plage. Moi, j'ai pas géré cette photo parce que on l'avait récupérée via la rédactrice Nejma Brahim. C'est une photo qu'avait tournée. Bon, j'avoue qu'il y a eu un petit. Moi, j'étais plutôt pour dire en fait, une image peut être dégradante, mais elle peut avoir un sens et une utilité. C'est terrible et plus compliqué que ce qu'on a l'air, mais c'est comme ça. Donc du coup, il faut se poser la question de est-ce que cette photo fait avancer les choses ou pas. On a considéré quand on a eu cette photo que elle était d'utilité. C'est-à-dire qu'elle mettait, même si on fait le travail quand même tout le temps sur les réfugiés, ce qui se passe avec les mouvements des réfugiés, voilà, on fait le boulot de manière globale et je crois sur du fond. Mais là, évidemment, cette image, elle s'imposait un petit peu, elle avait déjà circulé. Donc, moi, ma position à l'époque avait été de dire on ne la met pas dans le top de l'article, c'est-à-dire pour qu'elle ne soit pas partagée sur les réseaux sociaux. Mais en revanche, on la publie chez nous, derrière le paywall, pour que nos abonnés puissent la voir. Et en fait, quand elle est chez nous dans l'article, on peut maîtriser la manière dont elle est présentée et dont elle circule. Sur les réseaux sociaux, dès qu'on met quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite plus compliqué parce que l'image peut être aspirée, reprise, détournée. On ne maîtrise pas après la manière dont l'image peut être retweetée, réutilisée. Donc là, c'était la manière dont on avait décidé de le faire. Voilà. Du coup, il nous dit comme celle de la petite fille au Vietnam, par exemple. Oui. Pendant la guerre, qui court nu. Mais c'est des questionnements complexes auxquels je crois personne n'a de réponse définitive, auxquels on n'aura jamais de réponse définitive. Je comprends tout à fait que ça puisse choquer, que ça puisse se dire que c'est dégradant, mais c'est très souvent dans l'histoire de la photographie, genre d'images dont on dirait aujourd'hui qu'elles sont dégradantes, qui ont fait avancer les choses. Et notamment cette image de la petite fille brûlée au napalm est une des images qui a fait beaucoup bouger les choses. Donc, moi, je prétends pas avoir de discours ni de réponse simpliste là-dessus. C'est des questionnements, mais c'est pour ça, c'est pour reboucler un petit peu avec tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit des machines qui choisissent ces images. Il faut que ce soit des êtres humains qui se posent des questions, et notamment dans un journal, de manière collective, qui posent ce genre de questions pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que c'était aussi des débats qui s'étaient posés au moment de la publication des photos de Maria, qu'on voyait ces photos de son crâne avec les agrafes? Alors moi, j'étais pas encore là. J'étais pas encore là, donc je sais pas les débats qu'il y a pu avoir. Je sais pas même s'il y a eu débat, hein, mais en effet, des fois, une image, certes, il y a une différence entre dégradante et choquante, comme le dit Volodia, Ouais. peut faire avancer les choses. Je me demandais si quelqu'un allait poser cette question. Terence, la hype de l'intelligence artificielle a notamment mis en lumière des outils de génération d'images comme Midjourney, dont l'usage malhonnête me paraît grandement inquiétant. Quel regard portent les professionnels de l'image sur ce sujet? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète ou que tu as envie de travailler avec c'est comme toutes les nouveautés. Alors là, encore une fois, dans l'histoire de la photographie et des images, il y a toujours eu des nouveautés technologiques qui posaient des nouvelles questions et des croyances
voilà. Bon, quand la photographie est arrivée, Lamartine a dit que au 19e que la peinture était morte. Bon, la peinture n'est pas morte. Quand le numérique est arrivé, on a dit que le métier de photographe était mort. Il n'est pas mort, il est fatigué, il est pas en très bon état, mais malgré tout, il y a quand même des festivals, des bouquins, je veux dire, bon, ça fonctionne. Donc, sur l'intelligence artificielle, c'est inquiétant dans le sens où on est sur une technologie facilement utilisable par n'importe qui et qui crée des images quand même d'une véracité assez impressionnante et que la technologie va très vite. J'ai suivi il y a peu une conférence là-dessus un chercheur dont j'ai oublié le nom montrait en fait le corpus des résultats qu'il utilisait avec des générateurs d'images avec une intelligence artificielle depuis 2014. Et en fait, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, on est passé d'un truc avec des gros pixels à quelque chose qui est, troublant, qui est vraiment troublant. Donc la technologie va très très vite et tout le monde peut s'en emparer. Donc encore une fois, moi j'ai l'impression que nous, on arrive à trouver des manières de vérifier les choses sur les images qui arrivent, mais la complexité va être vraiment d'éditer ces photos-là, de les sourcer, de regarder, de faire ce travail journalistique. Donc, inquiétant, non, vigilant, et pour le coup, en essayant d'être constructif et de trouver des pare-feux et des systèmes qui puissent nous permettre de vérifier ces images-là. Voilà. Je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les images donc, qui peuvent être vues comme choquantes. Philopoulpe nous dit, franchement, ces images, je préfère les voir sur Mediapart bien expliquées, de toute façon, que sur Twitter. C'est exactement ce que tu dis sur le manque, après la perte de contrôle sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Image, mais c'est comme tout. Enfin, tout ce qu'on décide de publier, on peut l'éditorialiser et donc l'expliquer et donc le mettre en scène d'une manière où on est le plus pédagogique et porteur de sens possible. Si ça vous va, je pose la question pratique de la Gougoune et puis après on vous montre un peu des portfolios et comme ça, Sébastien pourra vous expliquer comment il a choisi les photographes, les sujets. Donc la Gougoune, là on est vraiment sur le b.a.-ba. Quelles sont les règles exactes quant au fait de prendre en photo quelqu'un dans un lieu public et la publication de cette photo? Je ne suis pas juriste. Voilà. Écoute, la Gougoune... non, mais il n'y a pas quelque chose, genre si tu prends une photo de quelqu'un genre dans une manif, c'est ok parce qu'il participe à un événement, alors que si c'est quelqu'un juste qui va acheter son pain, c'est sa vie privée. Ouais, alors on considère que l'espace public est un espace public et que donc on peut faire à peu près ce qu'on veut sur l'espace public. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a ce qu'on appelle le droit à l'image qui il y a quelques années n'existait pas vraiment. Qui maintenant a été rajouté dans la loi. Bon, en fait, tout dépend de ce qu'on veut faire et tout dépend comment on le fait. Encore une fois, c'est-à-dire que si vraiment on a envie de photographier des gens pour être dégradant et pour les diffuser d'une manière qui est dégradante. Bon, là, on peut être sur le coup de la loi, d'une procédure et d'un. Voilà, c'est sûr. Après, si on fait un travail de photographe ou en tout cas de quelqu'un qui s'intéresse à la photographie, qui essaye de faire ce qu'on appelle de la street photographie, parce que la street photographie, c'est le fait de photographier dans la rue, comme son nom l'indique, mais c'est un mouvement de photographie qui est né aux États-Unis à partir des années 60, qui s'est vraiment constitué avec des photographes très très connus, type Meyerowitz et d'autres, et qui est une sorte de photographie de trouver l'essence de la rue. Bon, quand vous voyez des photos de street photographie des années 60-70, tout le monde se fiche d'être photographié. Totalement. Même dans les années 80. À partir des années 90-2000, la chose est plus compliquée parce que c'est pas la photo qui pose problème, c'est sa diffusion. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a deux cas.
soit on est un photographe qui aime la street photographie et qui veut apprendre à faire de la street comme les grands photographes américains. Et à ce moment-là, il ne faut pas s'empêcher, il faut faire des photos. Et même si les gens vous disent quelque chose, vous parlez avec eux, vous souriez, vous leur montrez. Et en général, ça se passe bien. Et après, il faut faire attention de la manière dont on diffuse les photos, ce qu'on diffuse, de la manière la plus respectueuse possible. Mais moi, j'aime trop la photographie pour l'interdire. Et donc, j'ai pas envie qu'on se dise je vais plus photographier, je peux plus photographier parce que voilà. Donc, j'essaie de trouver une position un petit peu équilibrée là-dessus. Mais encore une fois, je crois que le problème, il pose surtout sur la diffusion. Voldia nous conseille l'avocate Joël ça, c'est vrai. Verrouge, ça c'est vrai, a publié plusieurs livres références sur le sujet du droit de la photo. Elle a un très bon blog, Joël Verbrugge. Vincent, si tu nous entends, et si tu as envie de mettre le lien vers son blog à Joël ou vers lien vers des livres, n'hésite pas. Elle a fait plusieurs livres, je crois, chez Erol, de droit des photographes et de droit. C'est très, très, très bien. Elle est elle-même photographe et avocate ou juriste. Je prends la question d'Ozymandias et puis après on regarde un peu les portfolios. Pourquoi dans les images, les habillages sur Mediapart, il y a rarement la couleur verte alors que notre logo était vert dans Méo? Alors là, c'est une colle. Est-ce que tu trouves qu'il y a moins la couleur verte? Je ne sais pas. Alors là, j'ai pas d'argument, j'ai pas d'éléments là-dessus. Peut-être. En tout cas, c'est pas charté, c'est pas. On s'est pas dit. On s'est pas dit, il faut pas de vert. On va mettre du vert. Voilà. Les prochains coups, ça sera. Là, il y a plus de rouge, forcément, maintenant que le logo est rouge, c'est logique aussi. Oui, au diapason. Ouais. Ok. Kikou, est-ce que MeToo a changé quelque chose dans la photo de presse? Je pense qu'il faut peut-être que tu explicites un peu. Est-ce qu'il y a plus de photographes femmes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et si tu veux, retape la suite de ta question et nous, on commence à regarder un peu les portfolios. Ouais. Ça, voilà. Parce que le temps file et on n'en a regardé aucun. Alors, il y a toute une sélection. Alors, j'ai mis dans l'ordre dans lequel tu m'as envoyé. Je ne sais pas s'il y en avait que tu voulais montrer en premier. Non, mais on peut. Non, alors, pourquoi on va vous montrer des portfolios, mais il y en a énormément dans la section portfolio de Mediapart, mis en ligne par Sophie Dufaux avant moi et puis moi depuis 2021. L'idée dans ce qu'on va vous montrer, c'était pour vous parler de la manière dont ces portfolios ont vu le jour, comment le sujet est venu à nous, où est-ce que nous on l'a suscité, la manière dont j'ai pu travailler avec les photographes. Là, typiquement, c'est un travail de la photographe Jeanne Frank qui a travaillé avec deux journalistes bosniaques. Et en fait, c'est un travail sur une ville en Bosnie-Herzégovine qui est juste à côté d'une usine ArcelorMittal qui pollue depuis des années et des années la ville. Et donc, elles font un travail, elles ont eu une bourse journalistique pour faire ce travail. Et en fait, Jeanne, que moi je connais depuis longtemps et qui est une super photographe, qui a fait un travail magnifique sur le Stade Bauer et le Red Star, que je vous invite à aller voir notamment. Et avec qui on travaille régulièrement parce que voilà, elle est vraiment super et elle propose des super sujets. Et en fait, elle m'a parlé de ce sujet sur lequel elle travaillait avec deux rédactrices. Elles avaient eu une bourse journalistique, donc elle commençait le travail. Et quand on m'en a parlé, aucune de ces photos n'était réalisée, n'était faite en fait. Et avant même qu'elle travaille sur la Bosnie depuis longtemps, dans plein d'aspects du pays, mais là voilà, sur ça elle avait pas travaillé. Donc en fait l'idée c'est de la lancer sur ce sujet-là, de partir. En fait, elle me fait un synopsis où elle me dit voilà ce qu'on peut faire. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai dit vas-y. On lui donne un budget de production qui va pas couvrir tous les frais du reportage, mais en fait, ça couvre une partie. Et donc, elle, avec la bourse, un peu nous, et d'autres médias avec qui elle va vendre
ce sujet un peu partout, elle va réussir toutes les trois, elles réussissent à avoir un budget pour faire leur reportage et arriver à travailler sur le sujet de manière indépendante. Donc là, ce portfolio, non seulement nous, c'est un sujet super pour nous parce que c'est un sujet qui n'est pas vu ailleurs, qui n'a pas été fait, qui est quasiment fait pour nous. Et ça nous permet, nous aussi, de rentrer dans une production d'un sujet plus vaste, c'est-à-dire d'aider au travail de journalistes indépendants. Voilà, sur une petite partie de leur boulot. Je reviens juste sur la question de Kikou, vu qu'il a complété sur MeToo. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon de représenter les femmes ou les sujets de violence sexuelle ? Est-ce que toi, tu as observé dans la photo de presse Je sais pas si ça a radicalement changé les choses. Ce qui a changé les choses, c'est que je pense qu'il y a quand même un regard de femmes photographes. Donc ça change les images, évidemment. Le photojournalisme est pas un métier où les femmes sont surreprésentées. C'est rien de le dire. Pourtant, il y en a énormément. Elles ont été assez invisibilisées dans la photographie comme dans d'autres secteurs, mais la photographie n'échappe pas à ça. Après, ce qui est intéressant, moi, j'essaie au maximum de travailler avec autant de femmes photographes que d'hommes photographes. On fait attention à ça, bien évidemment. Mais parce qu'aussi le regard est un petit peu différent, notamment sur les femmes elles-mêmes. Donc voilà, donc j'ai pas de discours très précis ni d'éléments pour dire que ça a forcément changé les choses. C'est une impression. Voilà. C'est une impression sur le type d'images qui sont produites sur ces sujets-là. Brouillon Zéro, merci beaucoup pour les références. Toute débutante en photographie documentaire, je cherche des références pour pas faire ma culture. Je note tout ce qui se dit ce soir. Écoute, on va mettre chaque lien vers les portfolios et puis Seb a toute une bibliographie qu'il a amenée, une bibliothèque, donc voilà. Alors après, dans la liste des portfolios, il y avait celui-ci, c'est Sous le soleil de l'Andalousie, misère et racisme dans les bidonvilles. Alors ça aussi, c'est particulier parce que c'est un travail de Rachida El Azzouzi, que vous connaissez bien, c'est une signature de Mediapart. Et il se trouve que Rachida, moi, avant d'arriver à Mediapart, j'avais repéré qu'elle faisait des bonnes photos. Parce que j'avais vu sa signature, donc c'est quelqu'un qui est à la base qui est rédactrice, qui est journaliste, écrivante, qui est pas, elle se présente pas comme photographe, mais moi quand je suis arrivé, ça a été l'envie de travailler avec Rachida et de justement de la faire un petit peu émerger en tant que photographe. Donc parce que photographe, c'est pas que prendre des photos, c'est pas que trouver des bons sujets. Il y a tout un travail de post-production derrière, de choix des images, de mettre une image avant une autre, vraiment de narration. Donc tout ça, c'est un travail d'édition photo qui est pas forcément facile. Et voilà. Et donc on travaille ensemble avec Rachida, notamment sur ces sujets. Donc là, on est en Andalousie sur des bidonvilles de personnes qui travaillent dans les serres. Rachida est allée là-bas, a fait un super reportage, des super photos. Et moi, mon boulot, c'est de travailler avec elle sur la narration, c'est-à-dire sur l'édition des images, le nombre, la manière dont on va raconter une histoire avec les images, complétées par les légendes. Voilà. Donc ça, c'est un travail vraiment qu'on fait en interne à Mediapart et qui donne ce type de sujet, ce type de portfolio. Les photos aussi qu'elle avait prises en Afghanistan étaient elle a fait incroyable. Tout le travail en Afghanistan qui était vraiment super et qu'on avait présenté et en Ukraine aussi, qu'on avait présenté au Festival Mediapart il y a 2 ans, me semble-t-il. Alors, Roya Maleki, journaliste iranienne en exil. Alors ça, c'est un travail de Isabelle Shraghi, qui est une photographe avec qui on collabore beaucoup depuis longtemps, avant que je sois là. Elle collaborait déjà beaucoup avec Sophie Dufaux. Et Isabelle, on réfléchissait un petit peu. Isabelle a travaillé, elle est d'origine iranienne, elle a travaillé il y a longtemps, elle avait fait un livre dans les années, je crois, 90, qui s'appelait Avoir 20 ans à Téhéran. Et dans ce livre, elle avait photographié
cette personne, je ne sais plus son nom, j'ai un... Roya Maleki. Voilà, Roya Maleki, elle l'avait photographié à Téhéran à l'époque. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne idée avec Isabelle, parce qu'elle était toujours en contact avec elle, et cette journaliste est maintenant à Prague, où elle est journaliste à la radio, une radio en farsi, qui émet depuis Prague. Et voilà, on trouvait que c'était un angle intéressant de parler de ce qui se passait en Iran et de la manière dont des journalistes iraniens en exil parlaient de ce qui se passait en Iran. Voilà, avec une espèce de double mouvement comme ça. Donc, voilà, Isabelle m'a proposé d'aller la voir à Prague, de faire un reportage là-bas. Donc, on a produit tout son reportage pour qu'elle parte là-bas et qu'elle suive Roya Maleki dans son travail pendant une semaine. Et voilà. Donc, c'est une manière de raconter cette actualité iranienne par un personnage, une personnalité qu'on suit et qui va nous raconter cet événement d'une manière un petit peu indirecte. Je reviens un peu sur le chat. Ah oui, je suis un peu en retard. Cette discussion, ça me rappelle une expo Tate moderne qui justement était centrée sur des photos volées dans la rue, oui, avec des caméras cachées ou en prenant les gens par surprise. Tout à fait. Oui. Mais c'est un type de photographie. Hein. Alors, il y a ce qu'on connaît, c'est les paparazzis qui vont aller faire des photos volées de gens connus en général dans leur intimité, dans un leur peu, intimité, où ils sont en train de... Bon, voilà, il y a ça. Il y a la street photographie dont je parlais tout à l'heure, qui a un aspect plus... comment dire plus. Et puis, il y a depuis quelques années des artistes qui travaillent sur ce type de photographie. Il y avait eu une excellente expo à Beaubourg, alors j'ai pas donné le catalogue, qui s'appelait Paparazzi. Dont le commissaire d'exposition était Clément Chéroux, me semble-t-il, historien de la photographie excellent, qui est actuellement directeur de la Fondation Cartier-Bresson. Et voilà, Paparazzi à Pompidou-Metz. C'est l'expo qui dérange selon BFM TV. Je vais chercher un autre lien. Merde. Tu l'as là, Centre Pompidou. Yes. Voilà, c'est celle-ci. Et donc, cette expo avait fait un petit peu un éventail de la photographie de paparazzi depuis les années 50. Et jusqu'à aujourd'hui, des artistes plasticiens qui utilisent ce type de photographie pour faire des travaux artistiques. J'ai en souvenir, alors je ne sais plus son nom, mais il faudrait que je le retrouve, d'un photographe, me semble-t-il, danois, qui avait photographié ses voisins dans une maison à côté. Ils étaient totalement au courant, les voisins, mais il les photographiait à la manière d'un paparazzi, avec un 600 mm planqué et tout comme ça. Et alors, ça faisait donc, il utilisait l'esthétique du paparazzi sur des choses où il ne se passait pas grand-chose. C'est-à-dire le fils de la famille qui part en vélo, il tombe sur le chemin et il photographie le gamin tomber avec son vélo sur le chemin, mais de manière un peu planquée. Donc, d'un coup, l'image prend une dimension dramatique assez étonnante. Voilà. Donc en photographie, il y a toujours des types de photographie, la photographie sportive. Voilà. Et donc, la photographie de paparazzi, c'est une typologie de photographie qui est utilisée après par d'autres, y compris dans des travaux artistiques. Ozymandias, question peut-être d'amateur, mais quand choisissez-vous de garder les couleurs de la photo, ou plutôt en noir et blanc, ou avec des filtres? Est-ce qu'on peut se dire que les filtres, c'est fini depuis 2014 à peu près? Alors, on ne fait pas des filtres. Et nous, c'est pas nous qui décidons si on met en noir et blanc ou en couleur. C'est le photographe. C'est pas nous. Et en général, on s'en parle avant. C'est vraiment le dernier portfolio qu'on a publié de Robin Tutinge sur la guérilla des Chines en Birmanie. C'est un travail en noir et blanc, mais Robin travaille beaucoup en noir et blanc dès le début. Donc c'est un choix pour lui
c'est vraiment un choix esthétique et de sens. Il a décidé de faire son travail en noir et blanc. Donc, moi, quand il me propose son travail en noir et blanc, je respecte ce choix-là. Mais en tout cas, moi, je ne prendrai jamais la décision d'intervertir une photo en couleur ou en noir et blanc. Voilà. Mais encore une fois, il faut que ça ait du sens. Des fois, il n'y a pas longtemps, avec un photographe qui m'avait proposé un boulot en noir et blanc, et je savais que les photos étaient en couleur à l'origine et qu'il les avait passées. Et il m'avait dit, je les ai passées en noir et blanc, je trouve ça mieux. Et j'ai dit, je ne trouve pas. Voilà. Et on a publié le sujet en couleur. On s'est beaucoup posé la question et on a... Voilà. Des fois, le noir et blanc, il est chargé d'une esthétique et d'un poids qui peut être un peu trop lourd, quoi. Oui, je profite pour montrer ce portfolio qui était vraiment Ouais, il est magnifique. super. C'est super. C'est une guérilla. Les Chines sont une ethnie qui sont dans la jungle chrétienne, dans la jungle en Birmanie. Et donc, il y a une milice qui se bat contre la junte et la junte militaire au pouvoir les bombarde sans cesse, sans faire de séparation entre les civils et les militaires. Et voilà, c'est un boulot incroyable qu'il a fait sur cet événement-là. Et je vais changer de page parce qu'on a Sloby78, qui est une collègue férue d'architecture, qui nous dit voir aussi le reportage de Rachida sur le quartier des Orgues de Flandre à Paris. Très très belle photo. Alors, oui. Je cherchais le lien, je vous le montre. Et en effet, non mais Rachida, c'est vrai que c'est très beau ce qu'elle fait. Je scrolle un peu vite pour aller jusqu'aux photos. Hop, tac, je scrolle trop vite, peut-être, voilà. Et oui, aux Images du monde d'achat, ici, le but, c'est de vous montrer les coulisses de l'émission. Abonnez-vous. Les coulisses du journal. Alors celui-là. Alors, il a fait parler. L'histoire, déjà, elle rend fou. Enfin, parce que... Alors ça, c'est Cyril Abad. C'est le travail d'un photographe que j'aime bien, que je connais bien aussi depuis longtemps, avec qui on avait déjà travaillé avant Mediapart. Et qui est un super photographe, qui bosse beaucoup sur les États-Unis, qui connaît bien. Et ça, c'est un sujet que je connaissais, voilà, qui est de 2019, donc c'est super ancien, non, mais voilà, qui est pas récent. Et qu'il a fait dans les Appalaches, aux États-Unis, sur un pasteur pentecôtiste qui perpétue une tradition de l'église des serpents. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une telle croyance en Dieu, en Jésus-Christ, qui pensent que quand ils sont... le serpent, évidemment, la figure du mal, qui manipule pendant les offices, et que même quand ils sont mordus, ils sont persuadés qu'il ne va rien leur arriver. Alors, le problème, c'est que ça ne se passe pas exactement comme ça, c'est qu'il y a déjà eu un mort, qu'on est quand même dans un endroit des États-Unis complètement bouffé par la crise des opioïdes à l'époque. Et donc, Cyril a fait des images qui sont, qu'on croirait sorties d'une série Netflix, quoi. Voilà. Et ce sujet était assez fou. Moi, je l'aime beaucoup pour une raison, c'est qu'on est dans du photojournalisme, on est dans du réel, on est dans du documentaire, mais la manière de le traiter emprunte des éléments de la fiction et de la narration. Et ça, j'aime beaucoup ça. C'est quand on utilise des manières de faire du cinéma, de la littérature, pour parler du réel. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore. Et voilà, typiquement, ce sujet-là, on a l'impression que c'est un film de Gus Van Sant, quoi. Et en fait, tout est vrai. Et c'est complètement fou. Jusqu'à la fin, que je vous laisse lire quand même, parce que le pasteur Chris, au moment où Cyril et à l'office se fait mordre par un serpent. La grosse tuile. Et je vous laisse aller voir ce qui se passe. Il y avait un épisode pour les plus vieux d'entre nous, X-Files, sur cette congrégation des serpents. Ça se finit pas bien non plus, hein, forcément. Et mais ce qui est génial dans l'histoire, c'est qu'ils font l'office pour honorer un monsieur qui est déjà décédé à cause d'un serpent. Et le frère, il est là, pêcheur, il faut lui rendre hommage, et bim, il se fait mordre. Ah, le con.
Mais c'est l'espace des portfolios, il permet ça aussi. Il permet des espaces éditoriaux qui sortent de l'actualité, mais qui racontent quand même le monde. Et ça, c'est la force de la photographie aussi, c'est-à-dire de pouvoir se poser quand même sur une image. Et voilà, moi, j'adore ce sujet. Quand tu vois les images, c'est vraiment Twin Peaks, quoi. Ouais. Alors, Terence, oui, niveau portfolio, j'en avais fait un moment des manifs et c'est le moment de faire la promo du club pour dire que du moment où vous vous êtes abonné à Mediapart, Abonnez-vous. Vous pouvez avoir un blog et dans le blog faire soit des billets de blog, soit avoir des portfolios. Donc, c'est plus ou moins cette mise en page. Vous pouvez faire vous aussi, les photos sont numérotées, vous mettez la légende que vous voulez. Et voilà, et à la différence que c'est pas derrière le paywall puisque c'est le club. Donc après, vous pouvez partager à tout le monde vos portfolios. Ouais, Cropule, il nous fait un petit disclaimer. Pour les moins de 25 ans, on parle de vieilles séries télé. Bah ouais. C'est la culture générale, ça n'a pas d'âge. Oui, Écoute, bon. Là, on passe dans une toute autre ambiance, Sophie. Ouais, on retrouve Jeanne Frank, voilà, comme quoi des photographes avec qui on collabore régulièrement. En fait, ça c'est un portfolio qu'on. Alors c'est typiquement, c'est pas un gros sujet documentaire. On n'est pas aux États-Unis, on est à Asnières pendant le match France-Maroc et on avait décidé, on s'est dit ce serait pas mal en fait de faire un travail vraiment photo et rédacteur dans un bar en train de regarder France-Maroc avec les gens du bar et juste raconter ça. Voilà, c'est une espèce de parenthèse, de bulle et de travailler le portfolio juste à la fois sur l'actu et le raconter en images. Donc Jeanne Frank, la photographe, est partie avec Younes Abzouz ce soir-là dans ce bar pour raconter des moments, les buts, l'espoir de gagner pour les supporters marocains, les personnes qui sont dans le bar, tirer des petites histoires, des moments. Voilà. Et en fait, le portfolio permet de vraiment raconter ce moment de manière presque sensorielle. On est avec eux, quoi. Pendant le match, tourner vers les visages. Je crois que je l'ai plus trop regardé, mais je crois qu'on voit à peine l'écran à un moment. Mais c'est surtout les visages. Ce qui est beau, c'est que Jeanne s'est tournée vraiment vers on voit le match, mais dans les yeux des gens qui regardent le match, quoi. Donc c'est ça qui est très chouette. Et encore une fois que la photographie permet, quoi, de vraiment incarner le moment. J'adore celle-là, moi. la surprise. Terence demande est-ce que le choix des portfolios se discute en conf de rédac. Alors, peut-être faire un petit récap sur la conf de rédac, c'est quoi, et la particularité de celle de Mediapart qui est ouverte à tout le monde. Ouais, alors le choix des portfolios est un choix dictatorial de ma part. Non, j'avoue qu'on. Alors, j'exagère. Moi, je reçois pas mal de propositions. Donc, je fais le tri dans toutes ces propositions selon des critères qui sont l'intérêt, la pertinence, le moment d'actualité, pour parler de telle région du monde ou pas. Parfois, on a des doutes. Et puis au service photo là sur des portfolios, et donc là moi on partage avec le service international ou le service écologie sur un sujet plus plus en rapport avec leur secteur, et je leur demande conseil de savoir est-ce que c'est pertinent, intéressant ou pas. Donc voilà, on n'a pas une discussion dans la conf de rédac à proprement dit sur les portfolios, parce que ça prendrait trop de temps en fait. Vu le nombre de propositions qu'on a ou que nous on peut faire. En revanche, c'est vraiment au gré à gré avec chaque journaliste qu'on discute de ça suivant les sujets, quoi. Je me rends compte que j'ai un peu loupé des questions. Il y en avait une là sur les drones et je les zappais là. Ah oui, est-ce que vous voyez arriver des photos prises par des GoPro ou des drones? Non. Voilà. Enfin, il y en a un peu, mais c'est pas. C'est qu'il y a eu un effet de mode à un moment. Si tu n'avais pas ton Oui, drone. oui, je suis pas passionné par les drones.
Ça rejoint sur les moyens mis en œuvre pour prendre les photos. Est-ce que vous prenez des photos provenant de smartphones ou est-ce qu'il faut que les artistes c'est forcément des appareils professionnels? Peu importe l'outil, pourvu qu'on ait l'ivresse. Non, alors moi je suis pas regardant du tout. Une bonne photo est une bonne photo. Si elle est faite au téléphone, ça m'est égal. Je regarde pas l'appareil photo. C'est un outil. Si tu veux, on passe à le portfolio, Ouais, alors ça Made in Taiwan. c'était Made in Taiwan de Jimmy Bernardo. C'est assez rigolo. Jimmy m'a envoyé ses photos de Taïwan à un moment et il m'en voudra pas, mais c'était un peu en bordel. Voilà. Il envoyait des photos comme ça, c'était un peu. Il y avait pas vraiment de ligne directrice. Et malgré tout, j'ai trouvé que son regard était vachement intéressant. Je trouvais que les photos étaient vachement intéressantes, elles n'étaient pas répétitives. À chaque fois, on avait un élément et c'était assez chouette, un peu onirique. Et sur Taïwan, alors pour le coup, c'était un moment où il y avait la crise de Taïwan, ou en tout cas pas très éloigné. Donc c'était intéressant d'avoir un regard un petit peu plus profond et documentaire sur cet endroit-là du monde. Et donc, en fait, je lui ai dit, c'est intéressant, mais il y a du boulot. Donc, on a travaillé l'editing, j'ai enlevé des photos, il en a remis, on en a re-enlevé, remis. Enfin bon, on a travaillé le nombre des images, on a travaillé leur ordre. Et puis après, Jimmy a fait ses textes accompagnants. Je lui disais... peu importe si... alors pour le coup, c'est de la street photographie. Je parlais de street photographie, ça, c'est exactement ça, la street photographie. C'est de se balader et trouver des scènes, trouver des gens. Et donc, les légendes ne sont pas exactement cette personne-là dans cette rue-là. C'est à partir de cette scène-là, il en tire des informations et une légende qui voit plus large sur le pays, sur l'identité du pays. Donc voilà, je voulais montrer ce portfolio parce que c'était pour montrer le travail qu'on a eu un peu après les images, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé comme ça, ce portfolio. C'était assez chouette. C'était vraiment super d'ailleurs d'avoir ces échanges et ces allers-retours. Et ça fait partie des grandes joies quand on fait de l'édition photo comme ça. Des fois, on reçoit des images de quelqu'un qu'on connaît pas forcément et on se dit tiens, c'est pas super construit, mais il y a un truc d'hyper intéressant, quoi. Et quand on le fait ensemble. Tu te souviens du commentaire de celle-là de photo? Je me souviens, j'avais bien rigolé. Non. Une place importante tient bien sûr de l'hommage aux défunts et pour ce faire, les Taïwanais ne manquent pas d'imagination. Oui. Faire venir des stripteaseuses lors des funérailles est une pratique répandue. Oui, non mais c'est... Ouais, c'est très chouette. En gros, c'est la mafia qui contrôlait les discothèques du pays. Ils se sont dit, mais pourquoi faire d'une pierre deux coups? On va faire danser des filles dans les discothèques et aussi aux funérailles. Voilà. C'est ça aussi les portfolios Mediapart. Ouais, c'est ça. C'est de découvrir vraiment des choses. C'est un peu c'est l'idée du portfolio aussi, c'est de sortir de l'actualité et de trouver des choses originales, des angles originaux et de parler de l'actualité autrement. Voilà, cette photo, elle est toute bête. Hein. C'est un enfant, une poussette au Taïwan, mais qui est à l'effigie du drapeau américain. Donc, voilà, tout est dit, quoi. Donc, et on a juste derrière la tradition. Entre modernité et tradition. Voilà. Oui. On peut finir par celui-là, ouais. Alors ça, c'est un prix qu'on remet au Festival d'Images Singulières à Sète chaque année, qui s'appelle le prix ISEM, Images Singulières ETPA Mediapart, ETPA étant l'école de photographie de Toulouse. Et on est partenaire de ce festival depuis longtemps. C'est Sophie Dufault qui, avant moi, a mis en place ce partenariat. Et donc, chaque année, on donne un prix à un travail en partie réalisé, en cours, et qui va continuer. Donc, on donne un prix qui permet de perpétuer ce travail. Et là, ce travail, c'est Felipe Fittipaldi, qui a travaillé sur un endroit qui s'appelle Atafona au Brésil, qui est un des endroits qui subit évidemment la montée des eaux due au changement climatique,
avec des images extrêmement belles et extrêmement, encore une fois, oniriques et qui partent dans une sorte de fiction comme ça, mais qui n'oublie pas quand même de parler de la réalité du monde. Donc encore une fois, c'est cet aller-retour qui est très très beau, qui nous avait bien plu. Et donc on avait délivré les prix ICEM à Felipe Fittipaldi. On en a fait un portfolio. Ce travail, il y a eu une continuité. Il a continué le travail qui a été exposé cette année à Images Singulières, la suite. Voilà la suite de ce travail. Et il y a même eu un livre, voilà, que je vous montre, qui est sorti de ce travail. Ça, si tu veux, on passe en... Tac. Comme ça, on peut Voilà. le montrer plus proche de la caméra. Voilà. Tac, clac. Et il y a quoi? La marche de l'océan. Hop. Et c'est un très beau livre où vous trouvez des images du portfolio, mais d'autres aussi. Donc ça, c'est chouette parce que ça nous permet de pousser des boulots qui sont déjà engagés, qui n'ont pas forcément besoin de nous, mais qui permet encore une fois d'accompagner le travail de photographe indépendant pour poursuivre un travail vraiment sur la longueur, quoi. On a fait le tour des portfolios que tu voulais nous montrer. J'ai oublié de te demander le lien en amont, mais peut-être si tu voulais expliquer comment faire quand tu dois illustrer un article, comme tu prenais l'exemple de l'enquête, où il n'y a rien, en fait, à la photo de personne, mais il faut quand même trouver une illustration. Qu'est-ce qu'on a là dernièrement? J'ai un trou. Dans les séries d'été, je sais pas s'il y avait celle de Karl sur les commandos d'extrême droite, je sais plus, il y a les photos des gens sur cela. Alors ouais, il y a la série Curiel là, de Karl Lasquet, c'est Simon Toupé qui a fait les illustrations. Au contraire, c'est un super boulot. Je le cherche en 2 secondes, ça arrive. C'est un travail, voilà, c'est ça. Voilà, bah ça, tu peux mettre ça, c'est super. C'est une série de Karl Lasqueux sur l'assassinat d'Henri Curiel et Pierre Goldman par des militants d'extrême droite. C'est une histoire assez ancienne, évidemment, parce que c'est les années de les années 70. Et donc, il y a des sources extrêmement différentes. Il y a à la fois l'enquête en elle-même, mais il y a des images qui sont issues de collections particulières que le journaliste a pu récupérer. Et là, typiquement, c'est le genre de travail qu'on fait beaucoup sur l'enquête. C'est Simon Toupé qui a fait les photos illustrations. C'est-à-dire qu'on prend tous ces éléments et on essaie de les réunir dans un univers graphique et visuel qui va emporter le lecteur comme la lecture du papier. Voilà. Et donc, à chaque fois, on essaie de retrouver des personnages. Alors là, on avait des éléments. Pierre Goldman, il y a des photos, mais les militants extrême droite, pas forcément. Karl a pu trouver des photos qu'on a remis en scène, à la fois récentes, plus anciennes. Enfin, voilà. Il y a tout un travail d'accompagnement graphique et visuel. Alors, sur cette série, il est vraiment incroyable, le boulot de Simon. Mais on essaie, quand on a des enquêtes comme ça, soit en série, soit sur un one-shot, sur un papier, de créer cet univers visuel comme ça pour accompagner le fond du papier, quoi. Je cherche des exemples. Il n'y avait pas des trucs dans des leaks, c'est tout de Yann ou quoi Si, on a travaillé sur les leaks, sur le Qatar et le foot. Ouais, et là, il me semble que c'est pareil, c'était tout de zéro, il n'y avait pas d'image. Ouais, c'est du vert. Il y a du vert. Il y a du vert. Sur le PSG ? Ouais. Alors. Est-ce que c'était ça ? Non. Mais ça doit être dans ce dossier-là, non ? Non. Alors. Alors on a un petit exemple, mais c'est pas vraiment. Non, c'est pas ça. Attendez. Non, c'était pas celui-là l'article. Non, c'est pas celui-là. Mais bon, à chaque fois, c'est un peu le même principe. C'est de dire, même si on a un bout de document, des tweets, là, c'est tout bête, mais c'est des tweets qu'on a envie de montrer, mais mettre des tweets tout seul dans une page, c'est quand même pas très très beau. Donc on les met en scène, on les met c'est peut-être ça.
Non. Non. Non, il y a des photos pour chaque article, évidemment. Bon. Vous voyez l'idée, ceci dit, sur l'illustration. Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? Sur les trucs un peu sensibles, sur tout ce qui est VSS également, ou violence policière, par rapport à l'intégrité des gens, en fait. Ouais. Ça, c'est. On essaie sur les violences policières. C'était la question dont on parlait tout à l'heure. C'est quand on a des images de violences policières et donc avec des victimes qui sont ou ensanglantées ou par terre dans une position dégradante. C'est pareil, il y a des images plus chocs que d'autres, où on reconnaît les visages en plus. Donc on essaie de ne pas faire auxiliaire de police et de publier des images où les gens seraient reconnaissables ou dans une position dégradante. Donc ça, c'est un choix photo. Et en même temps, il faut que ça ait du sens. Si on parle d'une arrestation, il faut qu'on montre l'arrestation. Donc voilà, donc c'est dans les choix images, c'est toujours trouver le juste équilibre de on a l'arrestation, on a la personne qui est par terre avec 3 flics qui sont en pression ventrale, mais on voit pas un visage déformé ou ensanglanté. Voilà, mais c'est vraiment au coup par coup. C'est à chaque fois on se pose des questions à chaque image, quoi, à chaque sujet. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que vous voulez qu'on passe au moment par Castor et pour qu'on détaille la bibliothèque de Sébastien ou qu'est-ce qui se passe dans le chat? Oui, il y a du vert dans Mediapart, on l'a vu sur les Football League, c'était vert, tout à fait. Je voudrais vérifier que j'ai pas loupé des photos, mais je crois qu'on a tout bien fait au fur et à mesure. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le travail des photographes, leur statut, leur rémunération? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le travail des photographes, leur statut, leur rémunération? Quel est le contrat? C'est comme des pigistes? Non, c'est pas comme des pigistes. Si. Si. C'est comme des pigistes. Le pigiste, pour ceux qui ne savent pas, en presse, pardon. Le travail de la pige, c'est-à-dire qu'on vous donne une mission, un reportage, une actualité à couvrir, et vous êtes payé pour cette mission. Voilà. Donc, typiquement, en photographie, si on envoie quelqu'un sur une manif, il va piger pour nous ce jour-là sur la manif. Et il sera payé pour ce travail-là. Alors, pour améliorer le statut des photographes, quand on fait de la presse, on paye, même si c'est juste une mission, on la paye en salaire déjà. C'est-à-dire le statut de pigiste fait valoir via la carte de presse un statut de salarié. Donc même si on est payé pour une journée de travail, on est payé en salaire, donc avec toutes les cotisations qui vont avec et l'assurance d'un statut au vu du nombre de piges que vous faites. Voilà, pas qu'avec Mediapart, mais avec d'autres médias aussi. Ça permet d'avoir un statut. Surtout les portfolios là que tu as montrés, est-ce que c'est toi à chaque fois qui va chercher les gens ou est-ce que c'est des photographes qui te contactent? Les deux, ça dépend. On a beaucoup de propositions. On est assez comment dire, dur, non pas dur, mais en tout cas exigeant. Sur les propositions. Mais évidemment, il ne faut pas se contenter que des choses qu'on nous envoie. Donc moi, je fais un travail de veille un peu permanent, soit sur les sites des photographes indépendants, des plateformes indépendantes, des agences indépendantes. Quand je vais dans les festivals, je repère des choses. Quand je fais des lectures de portfolio, cet été au festival de photo à Arles, j'ai fait 2 jours de lecture de portfolio, c'est-à-dire plein de photographes, amateurs ou professionnels, qui viennent vous montrer leur travail avec des demandes différentes. Certains pas du tout pour être publiés, mais pour avoir un regard sur leur travail et avoir une idée
de la manière d'organiser leur travail, et puis des photographes professionnels qui cherchent à publier, donc qui m'ont proposé des sujets. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur 2 sujets que j'ai repérés avec, au Festival d'Arles, avec des photographes qui m'ont proposé des sujets vachement intéressants, et on est en train d'échanger, de travailler, et vous verrez ça, je pense, d'ici octobre-novembre. Quelle expo t'as préférée, Arles? Alors, j'ai adoré une expo, mais alors qui n'est pas d'un genou, qui est un photographe mort, mais qui pour moi était la plus belle, c'est l'expo de Saul Letter, qui est un photographe américain qui est mort il y a quelques années et qui était, j'ai son livre. Ah. Tac. Saul Letter. C'est absolument magnifique, Saul Letter. C'est un photographe. Attendez, voilà. C'était un photographe qui était un photographe de mode, qui bossait pour Harper Bazaar, mais qui n'avait aucune ambition. En fait, il était, après avoir fait des séries de mode très très bonnes, il rentrait chez lui et il travaillait la peinture, il faisait beaucoup de photos de sa sœur ou dans la rue. Et il est mort il y a quelques années. On a redécouvert son travail qui est très beau, très moderne, parce qu'on est quand même dans les années 50 à New York, avec une inspiration de la peinture expressionniste abstraite. C'est vraiment très beau, hein, ce qu'on appelait, on parlait de street photographie, c'est vraiment, il y a des compositions, des cadres absolument incroyables. Et l'Expo Arles était génial parce qu'on voyait ce qu'on appelle des tirages vintage, c'est-à-dire des tirages d'époque. Et Saul Letter était aussi peintre, donc il travaillait sur à la fois la photographie et à la fois la peinture, et il a exposé à la fois ses aquarelles et ses photos. C'est très émouvant. Une question, et après on va passer au moment Père Castor qu'on a commencé à entamer. Est-ce qu'il y a des photographes politiques, éco, culture, comme les journalistes, ou est-ce qu'ils sont tous généralistes? Non, ils ne sont pas tous généralistes. Bon, quand on sait photographier, quand on est photographe de tout. Donc, si on fait ce métier, c'est pour vivre des choses différentes, faire un jour un match de foot et le lendemain un reportage, je ne sais où, au bout du monde. Sur les serpents dans les églises. Hein? Sur les serpents dans les églises. Sur les serpents dans les églises, ouais. Donc bon, après, il y a des appétences, il y a des talents plus ou moins marqués sur des sujets. Et vu qu'il y a quand même énormément de photographes aujourd'hui sur la place de Paris et ailleurs, c'est vrai que c'est assez souvent, on se spécialise un petit peu dans un domaine pour être reconnu par les journaux, pour être spécialiste sur telle ou telle chose. Donc, je dis pas qu'un photographe politique fait que de la politique, il peut faire d'autres choses à côté, mais pour vendre ses photos, s'il veut être reconnu sur un tel sujet, c'est bien d'être pas mal spécialisé. Vous avez des photographes culinaires qui font des photos de plats ou de cuisine, ils font que de la bouffe, des photographes de sport qui font que du sport. Voilà, ça diffère. Alors, c'est le moment que vous attendiez tous et tous. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Le moment Père Castor, vous allez voir, la vérité, c'est le moment Père Castor le plus long d'abonnez-vous, mais il y a plein de choses intéressantes. Hop. La commande, elle est en 3 parties, c'est du jamais vu. Bon, alors, on peut commencer par tes conseils lecture, si tu veux. Non, tu vas parler de ce que tu as envie, et puis au fur et à mesure, on va donner les liens aux gens, mais... Ok, donc je vais dire ce que je veux. Vas-y, tu dis ce que tu veux. Carte blanche, c'est les conseils lecture de Sébastien Calvé. Conseil lecture, mais quand même, on reste dans le journalisme, la presse, tout ça. Moi, j'ai grande passion pour John Didion. Alors, John Didion, c'est pas une découverte, hein. C'est une immense représentante de ce qu'on a appelé le New Journalism aux États-Unis dans les années, à partir des années 70, qui a, alors celui-là, c'est un livre qui s'appelle L'Amérique, c'est des chroniques, mais John Didion, elle a travaillé un petit peu comme Guetta Lez, vous voyez ici. Ça, c'est son livre, la femme du voisin, sur la sexualité des Américains dans les années 60-70. Et en fait, c'est des représentants de New Journalism. C'est toute une vague qui, aux États-Unis, décide de faire du reportage, mais en utilisant une fois de plus les outils de la littérature.
Et donc, ils font des livres sur des thématiques et ils s'insèrent dans une réalité et ils vont travailler là-dessus. Donc ça, c'est 2 beaux représentants. C'est absolument extraordinaire. Jane Didion, elle a travaillé, elle a fait des reportages, notamment un très connu à San Francisco avec les mouvements hippies, où elle a rencontré des membres de la Manson Family, elle a fait des tournées avec les Doors. Il y a un docu où elle raconte tout ça qui est sur Ouais, Netflix, alors il y a non un docu sur Netflix absolument magnifique, qui partait de son livre, un de ses derniers livres qu'elle a fait, un peu dramatique sur la perte à la fois de son mari et de son fils. Ouais. Mais c'est c'est un personnage absolument extraordinaire. Effectivement, le doc sur Netflix, C'est bien, ouais. voyez-le parce que c'est quelqu'un de très très touchant. Et Guy Tallès, dans notre genre, c'est vraiment le journaliste new-yorkais qui a travaillé sur la mafia et qui a fait aussi un livre qui s'appelle Le Voyeur, que j'ai pas pris, mais qui était sur l'histoire d'un type qui avait ouvert un motel aux États-Unis et qui avait fait une galerie où en fait il regardait les gens qui habitaient dans son motel et qui décrivait tout ça. Et donc il avait fait ce livre absolument incroyable. Et il y a eu une série sur Netflix, un documentaire sur Netflix, où vous voyez Guy Tallès et donc son sujet, le voyeur du motel, et où il remonte le fil de tout ce sujet et de cette histoire-là. Où il y a un moment, on ne sait plus si c'est vrai, pas vrai. C'est assez étonnant. Voilà. Donc ça, c'est 2 en livre ou sur Netflix, c'est très bien. Les 2. Il y a Wise Ward qui nous dit qu'elle a eu une vie très difficile, en effet. Il y a des moments, il faut Extrêmement. avoir un petit paquet de mouchoirs. Pendant le docu Ah oui, Netflix, oui, oui, je oui. recommande. Extrêmement. On continue ? Allez. Allez, encore un vieux truc, 70 américains, Les Hommes du Président. J'adore ce film. C'est un des films qui m'a donné envie de travailler dans un journal, en fait. C'est un film de John Pakula avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Et Dustin Hoffman, pardon. Et donc, il raconte l'histoire vraie de Woodward Everstein sur l'affaire du Watergate. Ce qui est assez génial, c'est que, en fait, Pakula, le réalisateur, regarde le travail des journalistes et il le regarde déjà fasciné, en fait, sur la manière dont ils travaillent. On est à une époque, en fait, je crois que l'affaire du Watergate, c'est 74 et le film, je crois, est de 76 ou 77, donc très peu de temps après. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, évidemment, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'ordinateur, et quand ils vont chercher quelqu'un, ils se tapent tous les annuaires d'un État, d'un comté, ils prennent des notes, et en fait, le réalisateur filme ça de manière vraiment presque entomologiste, quoi. Et donc, c'est un grand film sur le travail des journalistes, au-delà de l'aspect politique pure de l'histoire, mais vraiment sur le travail des journalistes, c'est extraordinaire. On peut rajouter, je ne l'ai pas amené, mais Spotlight, c'est pareil. Spotlight, c'est un grand film sur le travail des journalistes et que moi je vis, mon bureau est à côté du service enquête. Je peux vous dire que des fois, je les entends au téléphone et tout, et voilà, on est très très proche. On est là-dedans, on est vraiment là-dedans. Bouillon Zéro confirme. Vu il y a 2 semaines, c'est un très bon film sur les hommes du président. Ah ouais, c'est l'idée. C'est fabuleux. Un autre livre de Claude Nori qui s'appelle Luigi Gheri, L'Amico Infinito. Pardonnez mon accent italien. Ah, c'est un livre très très beau. Claude Nori était ami avec le photographe Luigi Gheri dans les années 80. Luigi Gheri, c'est un immense photographe, mais alors extrêmement... comment dire, c'est une photographie extrêmement simple. Vous connaissez, il y a eu une expo au Centre Pompidou il y a peu. C'est un type qui a photographié dans un périmètre d'à peu près 10 km autour de sa maison à Modène, en Italie, sur des choses extrêmement simples, banales, du quotidien, mais avec un sens du cadre absolument fabuleux. Et il se trouve que Claude Nori était ami avec Luigi Gheri, et dans ce livre, Luigi Gheri est mort terrassé par une crise cardiaque,
Et donc, Claude Noré remonte le fil comme ça de son amitié et au-delà de ses discussions sur la photographie, sur l'acte photographique. Qu'est-ce que c'est que photographier ? Rien, un coin de rue, un pot de fleurs, un été avec sa famille. Et qu'est-ce que c'est que la valeur d'une image très simple, calme, posée. Voilà. Et c'est un dialogue comme ça, très touchant, à la fois sur l'image et à la fois sur une véritable relation d'amitié comme ça. C'est un très, très, très beau livre qui vous donnera envie après d'aller voir les images de Luigi Guerri. Taker se demande est-ce que tu connais la série The Newsroom ? Parce qu'on parlait de fiction qui se passe je l'ai sur le jamais monde du vu. journalisme. Ouais, je l'ai pas vu. Est-ce que tu recommandes ou pas Taker ? Dis-nous ton avis. Sûrement, ouais, je pense. Et je finis avec un dernier. Fini, mais tu rigoles, il y a 1 milliard de choses dans la liste. T'as le temps encore. Hein Bon, oui. je continue. Alors, T'es pas venu tous les livres pour rien. Bernard Pivot. Donc c'est un livre qui est convoité Alors ça. par Alain Salvi. Ouais. Alors ça c'est pareil. Alors ça c'est les Chroniques new-yorkaises de Raymond Depardon. Alain Bargala c'est un livre mais c'est pas un livre en fait. En 1981, à Libération, le service international cherche une série d'été. Voilà, La série d'été. Comme on a fait nous. Et en fait, il demande à Raymond Depardon, qui est déjà un photographe et réalisateur assez connu, de partir à New York et d'envoyer une photo par jour et de raconter son été new-yorkais. Et alors, on est en 81, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de numérique, et donc il utilise le laboratoire photo du New York Times pour développer ses films et pouvoir envoyer via l'enveloppe qui partait tous les jours au New York Times pour Paris, pour envoyer sa photo du jour. Et sur chaque photo, il raconte un petit peu sa journée, une petite légende, comme ce qu'on peut faire sur les portfolios. Le problème, c'est que rapidement Depardon s'emmerde, déprime un peu et raconte sa vie sur des photos où il raconte pas du tout l'actualité. Et donc moi je sais qu'à l'époque ça s'est très mal passé à Libération parce que les gens du service international disaient mais qu'est-ce que c'est que ces types qui racontent ces balades un peu déprimées dans New York alors que ça nous prend une demi-page dans notre rubrique. Voilà. À part que, en fait, cette chronique est devenue assez culte, en fait, pour les photographes, parce que, a posteriori, c'est devenu un livre, donc les Chroniques new-yorkaises, et c'est devenu, alors, qui a été agrémenté de textes de Depardon, qui est revenu sur cette pratique, sur ce moment où il était seul, et donc c'est du pur Depardon qu'il a beaucoup après retravaillé sur cette errance, ce moment où on est en reportage, mais on se demande ce qu'on fout là, le journal vous répond plus, vous envoyez des photos, vous savez pas si ça passe ou pas. Enfin voilà, il y a toute une mythologie comme ça de Depardon qui est toute dans ce livre. À la fois les photographies et les textes sont assez dingues et ont vachement inspiré les photographes. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a cette errance comme ça du photographe qui vraiment qui existait avant Depardon, mais Depardon a fait un truc mais qui était assez fort pour les photographes de presse, c'est qu'il a dit jeu à un moment, et chose qui n'était pas forcément commune à l'époque, dans les années 80, pour un photographe de presse, un photojournaliste de dire jeu. C'était pas du tout dans l'air du temps. Et donc ça a été le premier à faire ça, et les Chroniques new-yorkaises, c'est un des premières publications qui a permis à une génération de photographes de dire jeu. Et oui, Bouillon Zéro, il est cher parce que j'imagine qu'il ne coûtait pas 97 € à l'époque, mais alors, il n'a pas été réédité. Parce que je pense qu'il est épuisé. Et oui, c'est ça. Il date de 2006, le livre. Donc, il est très cher. C'est pour ça qu'Hélène Salvi le veut, il n'y a pas de je suis mystère. Désolé. Ah ouais. Mais ceci dit, peut-être dans des bibliothèques. Je pense que sur les internets, il doit y avoir pas mal d'extraits. PDF ouais. Traîne, ouais. Et alors, je suis quasi sûr qu'il est dans les bibliothèques. C'est un film, c'est un livre vraiment important. Qu'est-ce que je fais? Alors, deux trucs un peu. Bon. Bon. Allez, c'est très triste, mais c'est C'est beau, mais c'est triste. Ouais, mais c'est pas gai du tout.
C'est Souvenirs et solitude. Moi, c'est un livre important pour moi. C'est le journal de prison de Jean Zay, qui était le ministre de l'éducation, en fait, ce qui était un peu le ministre de la culture du Front populaire, qui a été arrêté en 40, qui a été emprisonné de 40 à 44 sous Vichy, et qui a été tué par la milice de Vichy en 44. Et Jean Zay, de sa prison, tient un journal et alors c'est extraordinaire parce qu'il parle à la fois de son quotidien, de ce qui se passe, des autres prisonniers. Il y a des pages sur les prisonniers communistes qui sont incroyables, et à la fois c'est aussi un journal politique, puisqu'il parle des politiques qu'il a menées. Il a été à l'origine du Festival de Cannes avant-guerre. C'était un type exceptionnel. Et donc, il parle à la fois de politique et à la fois de son quotidien. Et c'est une langue formidable. C'est-à-dire que c'est vraiment écrit, quand on pense à la manière dont il a écrit ça, il y a un texte qui me revient en tête où il explique qu'à un moment, on lui a apporté une table toute bête, et que cette table lui procure une joie incroyable parce qu'il arrive à écrire d'une manière à peu près normale et assis à un bureau à cette table. Et donc c'est un monument à la fois littéraire, historique, politique. Ça rassemble beaucoup de choses. Voilà, donc moi c'est un livre dans lequel je me replonge régulièrement. C'est pas gai du tout, je suis désolé, je suis pas des conseils culture folichon, mais voilà, c'est un livre important pour moi. Je voulais vous le partager. Si tu veux, on peut finir sur tes conseils cinéma qui sont guère gays non plus. Premier contact de Denis Villeneuve. Mais c'est hyper beau. Mais oui, mais c'est beau. C'est beau, mais c'est triste aussi. C'est pareil. Beau. Premier contact de Denis Villeneuve, c'est un film exceptionnel. Alors, moi, j'adore les blockbusters. Voilà. C'est dit. J'aime beaucoup les blockbusters et je suis fan de films de zombies. Voilà. Et sachez que la meilleure série de zombies, ça s'appelle Black Summer. Si vous ne l'avez pas vu, vous regardez ça. On note. C'est fabuleux. Et les films, c'est lequel ton film d'extraterrestre préféré? D'extraterrestre? Premier contact, c'est pas le film. Si. Ouais, mais en fait, c'est tellement pas un film d'extraterrestre. En fait, j'ai oublié que c'était des extraterrestres. Mais c'est un film sur le long. En fait, c'est un film qui a une coquille de blockbuster, mais qui à l'intérieur, c'est un film sur le langage, sur le deuil, sur un blockbuster d'auteur, exactement. Voilà, un blockbuster d'auteur. Et c'est un peu tout Denis Villeneuve, mais celui-là, il est vraiment très bon. Dernier train pour Busan. Excellent. KMB. Bon, je partage. Je partage cet avis. Et qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ouais, et dans les films qui sont à l'affiche en ce moment, j'ai été scotché par Reality de Tina Setter. Merci. Ça m'a scotché. C'est donc à partir d'une histoire vraie de Reality Winner qui était employée dans un prestataire du FBI au langage. Elle était traductrice de farsi et d'autres langues. Et un jour, elle débarque chez elle et il y a 3 enquêteurs du FBI qui l'attendent chez elle. Et qui vont perquisitionner sa maison et commencer à l'interroger. Et en fait, le film est une sorte de huis clos qui ne marche que sur l'interrogatoire des agents de FBI à ce personnage, cette femme. Le tour de force exceptionnel, c'est que tous les dialogues du film sont les vrais dialogues qui ont eu lieu de la part des agents du FBI. C'est la retranscription exacte. C'est la retranscription exacte, et parce que les enquêteurs avaient un dictaphone, ils ont enregistré tout l'interrogatoire. Et en fait, ce qui est génial dans le film, c'est qu'à partir de ce dispositif, elle fait des allers-retours non-stop entre le document, la fiction, le réel, le pas vrai, le vrai. Et c'est dingo. Enfin, moi, c'est 1h20 à une époque où le moindre film fait 3 heures. Là, c'est vraiment fabuleux, hyper maîtrisé. Il y a eu toute une critique sur le rapport de domination homme-femme aussi de la part des enquêteurs et ce côté viriliste comme ça des mecs du FBI. Et franchement, c'est un film absolument incroyable que je vous conseille. Je conseille. Tu avais vu Les filles d'Olpha dans le genre dispositif de fiction un peu troublant? Non. Je conseille. C'est un autre registre.
Et voilà, je crois que. Bah ouais, je crois que je suis arrivé le au moment bout. Père Castor était très instructif. Bon, il est bientôt l'heure en plus de clore l'émission. Est-ce que vous avez des dernières questions ou est-ce qu'on fait les annonces un peu sur l'actu Mediapart dans les jours à venir? On parle de films de zombies dans le dernier message du chat. Une belle séquence Père Castor de rentrée, n'est-ce pas? On s'est donné le temps de prendre le temps ce soir. Ouais. Bah, vu ton métier, je pense que ça se prêtait aussi à parler images et de tes goûts, photos, vidéos. C'est compliqué de choisir. Hein. Ah bah oui, c'est pas facile. Ouais, c'est un boulot. C'est un rituel qui est venu de la communauté à la base quand on a pensé l'émission avec Tariq. Il n'y avait pas de moment recoculture et je sais plus qui a eu l'idée. Et bah voilà, depuis c'est rentré. Voilà, c'était cool. J'y connaissais rien au début, MDR. Et bah, c'est le but de l'émission, c'était de toute façon de. Voilà. Est-ce que vous intervenez sur les contenus vidéo de Mediapart, le documentaire par exemple? Non, pas du tout. C'est pas moi. Le choix des documentaires, c'est de nos collègues Ludovic Lamant et Guillaume Chaudet-Foglia. Oui. Et on a des partenariats avec pas des groupes, mais comment dire, Tank et compagnie, je sais pas comment les qualifier. Si, Oui. c'est des partenariats avec ou Tank, qui est la plateforme de diffusion de documentaires, ou des festivals, comme le festival de Lussac, où en fait on est partenaire dans le sens où on diffuse certains documentaires, on accompagne aussi en production certains, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et puis toutes les semaines, ils font une sélection de ce que vous pouvez retrouver sur Mediapart. Ça fait partie des formats sur Mediapart, que ce soit le documentaire ou les portfolios, où voilà, c'est hyper bien, parce que c'est des espaces pour nous, on peut travailler l'éditorial, mais d'une autre manière, quoi, en prenant son temps et en montrant le travail d'autrices, d'auteurs différents. Je vous fais une petite annonce sur le festival Mediapart. Vous avez cru que c'était terminé et pas du tout. Ça reste l'année de l'anniversaire des 15 ans. C'est la folie, c'est exceptionnel. C'est juste les collègues étaient en congé. Donc là, ça reprend. En septembre, on est à Rennes et Poitiers. Rennes le 9 septembre. Et je ne sais plus pour Poitiers, mais c'est juste après. Hop, je vous cherche la date. Donc là, pour ceux qui ne voient pas trop le principe, le festival d'habitude, c'est une fois par an et c'est à Paris. C'est le moment de rencontrer toutes les équipes. C'est un peu ce qu'on fait là sur Abonnez-vous. Mais vous avez des tables rondes avec tous les gens qui participent au journal. Et la spécificité cette année, vu que c'était quand même une année exceptionnelle pour l'anniversaire de nos 15 ans, c'est que le festival, il y a 15 dates partout en France. Donc en effet, le 9, vous avez... alors j'ai perdu le nom, la Halle de la Brasserie, voilà, à Rennes. Il y aura Edoui, il y aura Lénaï Grodou, Caroline Fouteau, Mathilde Goanec, David Perrotin, Mathias Thépeau, Pauline Groll, voilà, parmi les journalistes maison. Rien que pour les chaussettes, ça vaut le coup d'y aller parce que oui, cette année, l'équipe com et Claire Denis s'est surpassée avec des goodies d'une grande qualité, made in France, tout à fait, dont des chaussettes. Je les ai pas mis aujourd'hui, il faisait trop chaud, je les avais pas plus tard que vendredi, des chaussettes avec le logo de Mediapart. Et Poitiers, c'est le 30 septembre à l'espace Man in France. Ouais, je ne sais plus parler, moi. Voilà, la semaine prochaine, c'est Tariq qui reprend les manettes et il y aura Pauline Groll du service politique, donc ça va parler de la rentrée politique. Super. On a une pensée pour Mortaza, notre confrère et ami qui est prisonnier des talibans. J'ai une image pour que vous puissiez aussi voir. Hop. Voilà, le bandeau spécial pour Mortaza, qui est prisonnier donc, des talibans en Afghanistan depuis maintenant le 7 janvier 2023. Donc au moment où nous parlons, il est toujours emprisonné. On pense fort à lui, on espère qu'il sera bientôt libéré. Ouais, on a le son habituel, le son. Si tu veux mettre ton casque, est-ce que tu vas reconnaître qui imite qui? Comment ça, batterie épuisée? Mais non, la vérité de la web... Alors, oui, il n'y a plus de... il n'y a plus d'images. Pour vous dire, le câble, il est un peu cassé, le câble de la lime de la caméra. Et là, je l'ai fait changer par nos collègues de l'équipe. Non, mais non, stream de gauche. Oh, et visiblement, le câble n'était pas à la hauteur, on devait être sur la batterie. je meurs. Ça, si c'est pas un stream de gauche, je ne sais pas ce que c'est. Mais quoi de tel pour reprendre la saison? On va vous montrer des photos super. Là. En fait, quelque part, on fait de la radio. Hein. Ouais, c'est vrai que juste pour l'émission sur les photos, c'est sympa, non? Tout ce qu'on voit, c'est le truc Mortaza. Je peux mettre que des effets à la con. Je peux mettre Néo.
que j'ai gardé depuis le dernier stream. Bon, écoutez, je vous mets le petit son de fin, dans tous les cas. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live Mediapart exceptionnel au carrefour du rendez-vous des citoyens et de la démocratie. Voilà, et ben c'est vraiment la meilleure fin, on l'avait jamais fait celle-là, dans le noir total. Merci en tout cas à toutes vos questions et vos remarques. Et à Terence qui te remercie, merci à Sébastien pour sa présence. Merci à vous. C'était chouette comme d'habitude. Et de toute façon, vous retrouverez le replay avec ces 5 minutes d'obscurité Trop totale sur YouTube dès ce soir, le temps que je vais mettre. Voilà, bonne soirée à tout le monde et à lundi prochain, 19h. Et surtout, n'oubliez pas... Abonnez-vous. Ah, mais attendez, non, mais on va faire un raid dans le noir, là, je crois, en fait. Alors, mais j'adore. C'est ça, on va faire une radio, finalement. On laisse tomber Twitch, hop. Là, qui on va faire un petit raid? Qui on a en ligne? Qui vous recommandez? On est toujours là, même si on a éteint la lumière. Ne partez pas. Abonnez-vous à SMR. Je jure. On tient quelque chose. On a déjà eu des remarques, mais des remarques pas contentes sur je sais plus lequel de stream. Des fois, je vais voir les commentaires sur YouTube et je sais il faut pas faire ça. Et il y a quelqu'un qui dit ouais, c'est nul, on dirait de l'ASMR. Oh, la vérité, l'ASMR, ça détend, c'est sympa. Hein. Alors, un petit raid. Qui on a en ligne? Jean Massier, Cassandre, Maudit, Lex Calvin. Oh, allez, on va aller chez Cassandre, ça fait longtemps. Bim. Je lance le raid. Oui, c'est un moment pas très télégénique. Hein. Bon, bonne soirée tout le monde. Hop. Non.